Bon, bonjour Emmanuel Babled, c'est super sympa de participer au My Cocoon Interview, Color Vision. Voilà, quelques questions on voulait avoir ton point de vue créatif. Alors pour commencer, on voulait savoir quelle couleur pourrait définir ton humeur en ce moment. Alors, merci de votre invitation d'abord. Couleur, évidemment, My Cocoon. Qu'est-ce que je pourrais dire? Un bleu ciel, Un bleu ciel. un bleu de paix. Voilà. Quoi. Là, on t'a mis le bleu. Ah, voilà. Ouais, je le voyais, oui, c'est ça. Ouais. Je lui mettrais des tendances vertes quelque part parce qu'il faut quand même un peu d'espoir. Mais ce que je vois dans ce bleu. Quelle est ta mémoire de ce bleu? Ah voilà, on te l'a mis un peu plus turquoise. Voilà. Ouais. Ouais, mais c'est plus compliqué comme couleur, je crois que j'aurais. J'aurais un bleu qui tend au vert quelque part, mais sur les bords seulement. C'est-à-dire que c'est le bleu, c'est la plénitude, c'est la paix de ces jours-ci, de ces temps-ci. Et puis en fait, la conscience d'un espoir qui doit naître, qui doit se confirmer pour un futur qu'on attend avec ambition. Voilà. Et ça serait ta mémoire sur cette couleur, ta mémoire personnelle. À quoi ça te fait penser, ce bleu? C'est plus conceptuel qu'une pensée spécifique. Hein. Le bleu, pour moi, c'est couleur de paix. Voilà, Okay. simplement. C'est-à-dire d'apaisement. Et génial. c'est en ça que je me retrouve en ce moment. Si je dois penser à une couleur, je pense à ça. Je ne pense pas à l'excitement, je ne pense pas à des couleurs qui seraient plus vives. Je pense à des couleurs qui donnent une sensation de paisible. Voilà. Dis-moi, Emmanuel, quelle est ta passion? Ma passion, d'abord, j'en ai peut-être pas qu'une. Quelles sont tes passions? Oui, les passions. Alors, la passion viscérale, c'est l'eau, c'est la mer, c'est la naissance de tout, qu'on y soit pour le plaisir ou qu'on y soit pour la regarder. Ouais, ça, c'est une passion, disons, de tous les jours et de toujours. Ma passion particulière, personnelle, plus dans l'action, quand je travaille beaucoup avec l'artisanat, etc., je pense que c'est jouer avec la matière, en fait. Mais pas dans le sens de jouer, mais dans le sens de se mettre en jeu avec la matière. Voilà. Alors justement, j'allais te demander quel est ton domaine d'expertise, en 2 mots. Voilà, comment l'appeler? Je travaille beaucoup avec l'artisanat, je vais l'appeler une production qui n'est donc pas industrielle, c'est donc une production presque voluptueuse. Je peux utiliser ce mot dans ce cas-ci en parlant d'objets de design ou d'artisanat ou de savoir-faire. En tout cas, au centre de mon activité, c'est l'étude des habiletés humaines. Et donc, c'est apprendre à les apprendre et les valoriser à travers des projets de différents types et de différentes ampleurs. Voilà. Génial. Dis-moi, et comment tu vis personnellement cette pandémie? Avec une certaine patience, on doit tous l'avoir, avec une certaine acceptation d'une situation qu'on ne choisit pas. Mais en fait, ce que j'aime bien quand même, c'est que cette attente qu'on est en train de vivre en ce moment, ça devient un peu la vie elle-même. C'est comme si la mission qu'on s'est donnée devenait notre propre vie. Et je trouve que c'est un moment qui permet beaucoup de réflexion, d'introspection. Ça permet de se poser, en fait. Ça permet de se poser, de regarder qu'est-ce qui reste quand on se dépose. Hein. Et donc, on a, je pense, une vue chacun plus claire de ce qu'on est, de nos expériences et de nos désirs. Hein. Et je pense que il y a une espèce de réduction du bouillon, quoi. Si je peux dire, m'exprimer comme ça. En quelques mots, quelle est ta vision des conséquences de cette pandémie et qu'est-ce que le monde a besoin aujourd'hui? Alors, quelle est ta vision? Les conséquences de la pandémie, évidemment, je ne suis pas divin. En tout cas, c'est sûr que c'est très personnel. Hein. C'est personnel. Oui, non, c'est un virage épocal. Enfin, en tout cas, je l'espère. Dans le bien et dans le mal. Hein. Il y a tous les éléments. De toute façon, on était déjà préparés avant ça. Il y avait déjà le climat. On nous avait annoncé, on comprenait une certaine nécessité du monde de prendre conscience et de s'activer. Et on a tous d'ailleurs, je crois, beaucoup, à sa façon, participé à cette prise de conscience. Là maintenant, elle est évidente. Le modèle global est suspendu. C'est quand même absolument extraordinaire ce moment. Donc je pense que c'est surtout une prise de conscience de masse qui est en train de se passer maintenant,
Et ça, c'est la première conséquence de cette pandémie, hein, évidemment au lieu des aspects médicaux et fatals, mais parlons du futur et de ce que ça peut amener à notre au genre humain, quoi, à la planète. Et je pense qu'il y a vraiment cette prise de conscience globale, parce que si on met des milliards de personnes chez eux pendant 6 semaines, je pense que ça laisse quelques marques. Et surtout, comme j'expliquais avant, comme chacun a le temps de laisser se reposer sa course quotidienne, ben, chacun a le temps de raisonner à ce qu'il est et où est-ce qu'il voudra aller. Bon, j'espère en tout cas les conséquences, ça va être aussi une rénovation, un change de l'offre, je l'appellerais politique, on va dire, des désirs des populations, hein, que ça puisse en tout cas les orienter. Je ne pense pas que ça va se faire du jour au lendemain, mais je pense que la conscience, c'est le départ de quelque chose. On est au départ de quelque chose. Voilà. Un nouveau monde. Oui, de toute façon, le monde global, il est inéluctable. Le multilatéralisme, il est nécessaire. Après, ça ne veut pas dire que… Au contraire, on a toujours, au contraire, on renforce l'idée d'avoir le besoin d'une dimension propre, personnelle, à notre dimension humaine, à notre échelle humaine. Et ça, c'est ce qu'on est en train de vivre dans cette espèce de confinement dans lequel on se retrouve avec soi-même, sans autre subterfuge pour se dépasser. On est face à son miroir. Voilà. Donc… Ah, ça, c'est joli. Ça, j'aime bien. Dis-moi, et comment tu vois ta façon de travailler? Est-ce qu'elle va changer? Comment tu t'imagines travailler dans ce changement? Au niveau de mon travail personnel, je pense que dans mon travail personnel, ce qui va changer, bon, au niveau de l'équipe, on peut parler de ça déjà, parce qu'en effet, j'ai une équipe autour de moi. Alors, je pense que ça pourrait créer, c'est l'occasion en tout cas de reprendre conscience de sa sphère privée, de sa responsabilité personnelle, et pas seulement on est interconnecté, oui. Et est-ce qu'on ne devrait pas respecter un petit peu plus certains aspects est-ce qu'on ne serait pas plus créatif en étant plus responsable de son propre… Alors, c'est un peu, j'en dis ça parce que je suis dans toutes ces questions avec mon équipe ici, de comprendre comment réorganiser un petit peu notre temps, parce qu'on n'est plus ensemble, en effet, mais on travaille quand même. Alors, est-ce que dans ce modèle-là, il ne pourrait pas y avoir des choses bonnes en fait à utiliser? Et donc, voilà, ça c'est une des réflexions. Pour ce qui est de mon travail personnel, en effet, je crois que je vais renforcer une certaine direction que j'ai prise, qui s'est éloignée un peu de l'industrie, qui s'est rapprochée au savoir-faire, qui s'est éloignée des raisons du commerce, des raisons de la massification, du coûter moins cher pour en avoir plus. C'est au contraire toute une autre orientation que j'ai développée ces dernières années et que je trouve assez fondamental pour moi aujourd'hui, pour me raisonner sur ce que je suis en train de faire et où est-ce que je suis en train d'aller, c'est donc continuer ce travail avec des valeurs de savoir-faire, de territoire, de personnes. Vous savez combien d'artisans m'ont appelé pendant cette période de confinement, complètement désespérés parce que leur travail, leur passion, leur vie, c'est se lever à 6 heures du matin et aller dans le laboratoire pour faire des choses belles. Là, ils n'ont plus rien à faire. Des valeurs humaines, On retourne à l'humain. Alors moi, je pense que dans mon travail, ce qui va changer, enfin, qui en tout cas, on va essayer d'augmenter, c'est, on va essayer d'augmenter, je pense, c'est aussi la visibilité de ce qu'on fait. Parce qu'en fait, nous, on ne produit pas un produit qui est fait pour, c'est pas une valeur marchande ce qu'on fait, c'est une valeur humaine. Donc en fait, nous, cette valeur, après, on la vendra, c'est un exemplaire, 2, 3, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est l'action, c'est l'expérience, c'est l'objet qui en découle. Et ça, on doit le faire connaître plus, ça, on doit le rendre intelligible et consumable d'une façon virtuelle et digitale. Donc, produire de l'expérience. Voilà. La dernière question, Emmanuel, c'est que d'un point de vue créatif, comment tu vois cette transformation digitale que nous sommes en train de traverser? Moi, sûrement, le digital a un grand avantage, c'est un peu la dématérialisation de nos besoins. Alors, ça multiplie la possibilité des connaissances, ça améliore probablement notre perception du monde, bien qu'elle peut être aussi un petit peu truquée, donc il faut se méfier quand même. Je crois pourtant qu'il peut y avoir quand même une limite à cette ère digitale, on le vit aussi aujourd'hui, c'est-à-dire que son application, elle ne peut pas se substituer à notre vie directe, à notre dimension de corps, d'humain, de voisinage, de savoir-vivre autour de soi. Parce que si on était seulement digital, on ne serait plus quoi, c'est notre corps. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment trouver la bonne dimension. Le digital, c'est un instrument,
La vie, c'est un fait. Hein, et on est fait de terre et de chair. Voilà. Et nous n'oublions Voilà, pas. sur ces belles paroles, Emmanuel, on te remercie infiniment d'avoir participé. Merci à Et vous. voilà, on te souhaite tout le meilleur et merci d'avoir partagé ta vision. Bien du courage. Ok. Mike Cocoon aussi. Merci. Au revoir.